Nous avons eu une réunion très fructueuse, je pense, et très amicale avec le ministre Lapid lui-même. J'ai transmis les messages de notre président et de notre leadership avec l'ambassadeur d'Ukraine. Ça a été une réunion fort importante, et en particulier en ce qui concerne notre invitation que nous avons répétée. Nous voudrions accueillir le ministre Lapid en Ukraine. En ce qui concerne la diplomatie qui nous intéresse, c'est la présence internationale aujourd'hui en cette période difficile. C'est pour essayer d'avoir d'autres voies pour soutenir l'Ukraine, d'abord pour dissuader l'agresseur, et puis cela soutient la population, les citoyens ukrainiens. Nous essayons aujourd'hui d'amener et de réunir le plus d'amis possible. Bien sûr, dans le cas où le ministre Lapid déciderait de venir visiter l'Ukraine, voilà le bon moment de nous faire cette visite. C'est ce qui a été dit au nom de mon ministre, et au ministre Lapid. La position du gouvernement israélien sur le conflit vous déçoit-elle? Écoutez, je pense que notre estimation, c'est que l'État d'Israël soutient de manière permanente l'intégrité nationale territoriale ukrainienne. Et je pense qu'il y a un potentiel énorme pour permettre à ce soutien et pour renforcer encore ce soutien plus avant, en particulier en ce qui concerne diverses possibilités, nommément la coopération militaire et technologique, parce que, vous savez, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis. Et en comprenant véritablement les sensibilités de la politique étrangère en ce qui concerne l'Iran et la Syrie, et je pense que nous avons beaucoup de points communs entre nos deux pays qui ont les mêmes préoccupations, parce que, par exemple, sur ce qui est le volet syrien, je vais vous montrer le parallèle. L'occupation de la Crimée a des conséquences directes sur le renforcement de la position russe en Syrie, parce qu'il y a un contact direct entre les autorités occupantes de la Crimée avec les autorités syriennes. Il y a cet express maritime, comme il l'appelle, entre les ports de Crimée et le port de Tartous en Syrie, qui a été utilisé pour fournir des armements, qui a été utilisé pour renforcer les positions militaires russes. Et je pense que ce dossier, ce volet, devrait être pris en considération en ce qui concerne les relations ukraino-israéliennes. Les Américains disent qu'il va y avoir une invasion et espèrent une désescalade. N'attendiez-vous pas plus du ministère israélien des Affaires étrangères ? Mais bien sûr, moi étant vice-ministre, représentant l'Ukraine, qui souffre de l'occupation sur un plan personnel, bien sûr que nous souhaiterions avoir un engagement plus important auprès du dossier ukrainien. Mais nous comprenons aussi très bien, et avec tout le respect qui est dû à la conjoncture dans laquelle vit Israël, nous pensons qu'il faut que nous exprimions nos attentes et d'expliquer la situation et les causes qui ont amené l'Ukraine là où elle est aujourd'hui. Et je voudrais encore souligner comment Israël risque de souffrir si cette agression avait lieu. Par exemple, la moitié des produits agricoles que vous utilisez pour fabriquer du pain, eh bien, est importée d'Ukraine. Les lieux où nous faisons pousser les grains se situent dans les côtés orientaux et du sud de notre pays, qui sont les plus menacés, qui sont sur la frontière des territoires occupés. Les ports que nous utilisons pour envoyer les grains en Israël sont utilisés, et la Russie bloque les navires qui suivent la route de la mer Noire et ensuite la Méditerranée vers Israël. Et donc, nous pensons qu'en cas de crise, cela influencera directement votre pays. Vous n'aurez plus que la moitié du pain à produire et vous n'aurez plus qu'une partie du pain que vous pourrez produire. Deuxièmement, le domaine de la construction. Les métaux que vous utilisez n'ont pas d'autre alternative. Ce que vous importez d'Ukraine, ça veut dire que, en ce qui concerne le bâtiment, les ponts, les trains seront influencés directement. Ensuite, les technologies de pointe. Les compagnies israéliennes
emploie des milliers d'Ukrainiens en cas de crise militaire, ça touchera directement aussi le marché des hautes technologies. Donc nous parlons aussi et avons parlé aussi de ces faits en Israël en disant qu'il est important de bien comprendre ce message. Il faut toujours dire les choses clairement dans le contexte des contacts bilatéraux avec la Russie. Israël a une position unique parce que Israël a des liens et des contacts tant avec l'Ukraine que la Russie. Vous souhaitez donc que le gouvernement israélien fasse passer des messages au gouvernement russe, au président Poutine? Vous pensez que ça devrait être public, même si je le savais? Ben, je vous réponds, hein. Écoutez, quelque chose devrait être fait, mais avec profil bas, à mon avis, surtout dans ce cas de sujet si sensible. Je pense que le message principal aujourd'hui que j'amène de Kiev aux débats et rencontres que nous avons eues ici en Israël, en fait, c'est pour expliquer la situation en Ukraine. Parce que je pense qu'il y a des fossés dans l'évaluation de la situation jusqu'à présent. Nous avons une mise en place militaire depuis avril 2021 et nous vivons sous une menace permanente d'agression depuis 2014. 7% de nos territoires sont sous occupation depuis 8 ans. 1,5 million de personnes déplacées comme moi-même à l'intérieur de l'Ukraine. Donc, ça n'est pas une réalité qui est née d'hier, c'est quelque chose que nous vivons depuis maintenant 8 ans. Et ce qui nous préoccupe maintenant et ce que nous attendons peut se voir à trois niveaux. Les sanctions économiques, la consolidation militaire et la présence en Ukraine. Qu'est-ce qui va arriver en Ukraine s'il y a une attaque russe? Nous consolidons les rapports avec nos partenaires qui ont besoin de l'Ukraine. Il faut qu'on comprenne que l'Ukraine a le droit de choisir son propre avenir. C'est des rhétoriques du 19e siècle de dire que quelqu'un a besoin des garanties de sécurité sur le cou de l'Ukraine ou sur le dos de l'Ukraine. Quelles sont les demandes que vous avez faites au gouvernement israélien et auxquelles il n'a pas répondu? Vous êtes un journaliste très professionnel et je sens que vous essayez de m'acculer contre le mur. Mais croyez-moi que j'aimerais bien vous donner des réponses beaucoup plus approfondies. Mais je parle et je dis ce que je peux dire, ce que je devrais dire. Nous avons exprimé nos espoirs qu'Israël soit impliqué dans l'assistance et le soutien à l'Ukraine plus avant, parce que, encore une fois, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis. Nous avons expliqué ce que mon pays vit en ce moment, et une chose très importante qui souvent sous-estimée, c'est cette attente plus élevée encore d'Israël, parce qu'on a une grande communauté juive en Ukraine. Nous avons des milliers d'anciens Ukrainiens qui vivent en Israël et qui contribuent à la construction de l'État d'Israël. Et nous avons le président Zelensky qui est d'origine juive. Cela aussi, c'est quelque chose ici. Les gens devraient comprendre pourquoi l'Ukraine attend davantage d'Israël. Ce n'est pas simplement des attentes qui n'ont pas de base. C'est quelque chose qui est lié aux relations interhumaines. C'est une attente humaine d'un partenaire amical comme est Israël.